Bienvenue Yannick Jadot. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes député européen, candidat à la présidentielle pour Europe Écologie Les Verts. C'est votre première prise de parole depuis les fêtes de fin d'année. Merci d'avoir choisi LCI pour le faire avec vous. On va revenir sur la crise sanitaire, bien sûr. On évoquera également votre programme, pouvoir d'achat, emploi, sécurité. On parlera aussi avec Pascal Perry, notre éditorialiste, qui a écrit Le Péril vert, de votre programme économique et des questions sur l'énergie, sur le progrès, sur votre rapport au progrès. Bon, aussi un petit peu de la gauche qui se cherche et qui peut-être fait pression sur vous et sur d'autres. Mais d'abord, la situation sanitaire. Ce soir, on est à 271 000 cas, 297 décès, un niveau qui n'a pas été atteint depuis très longtemps. Vous êtes favorable au pass vaccinal? Parce que vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Donc, Si, on a des députés à l'Assemblée nationale. Vous savez, on est maintenant réunis au sein de ce qu'on appelle un pôle écologiste. D'ailleurs, je suis candidat d'un rassemblement de mouvements écologistes. Et il y a Delphine Batho, Cédric Villani, Paula Forteza et beaucoup d'autres. Qui n'ont pas l'étiquette Europe Écologie Les Verts, pour préciser, mais qui sont écologistes. Qui sont dans ma campagne et qui, jusque-là, étaient souvent favorables, y compris ont pris leurs responsabilités sur la crise sanitaire, sur l'état d'urgence ou sur les différentes lois, et là qui vont unanimement voter contre ce pass vaccinal. Voter contre ce pass vaccinal parce que nous soutenons la vaccination. Nous soutenons d'aller chercher aujourd'hui chaque personne, quartiers populaires éloignés des systèmes de santé, zones rurales éloignées des systèmes de santé. Aller chercher chaque personne, la convaincre de se faire vacciner. Mais cette loi, aujourd'hui, pose quand même de très inquiétantes questions. Vous vous rendez compte que dans cette loi, il n'y a pas de date de fin de l'état d'urgence sanitaire? C'est-à-dire qu'en fait, cette loi contraint, y compris le prochain gouvernement. On transforme les cafetiers en gardien de la paix, à contrôler les identités à l'intérieur des choses. Et puis surtout, vous savez, nous, depuis le début, nous faisons confiance à la science. Notre boussole, c'est la science. Et comme vous le savez, le Conseil scientifique, comme l'Organisation mondiale de la santé, ne recommande pas ce qui est une forme de vaccination obligatoire. Peut-être, mais vous personnellement, Yannick Jadot, vous avez dit que vous étiez pour la vaccination obligatoire. Vous avez complètement changé d'avis. Pas du tout. Pas du tout. Moi, quand on m'avait interrogé, c'était avant même que les vaccins existent en réalité. Donc j'ai dit oui, je suis pour la vaccination, et peut-être, si c'est nécessaire, d'aller vers la vaccination obligatoire. Ouais. Ce que je vois aujourd'hui, moi je suis, encore une fois, je veux suivre ce que nous disent les scientifiques. Si on n'a pas de boussole scientifique... Ils sont tout à fait pour le pass vaccinal. Les scientifiques, ça fait longtemps qu'ils le demandent. Les médecins de terrain à l'hôpital, ils le demandent tous les jours. Vous en avez plein. Vous avez des avis divergents. Vous avez aussi beaucoup de médecins qui disent « on veut la vaccination ». Moi, je suis pour la vaccination. Je me bats depuis le début pour élargir au maximum la vaccination, qu'on se donne les moyens de la vaccination. Et je trouve très bien, quand vous faites passer des reportages qui, au lieu d'avoir les spots débiles de communication du gouvernement ou de l'assurance maladie sur la vaccination, où on ne comprend rien, enfin ça mobilise personne, on aurait des reportages qui montrent les personnes qui sont aujourd'hui en réanimation, qui n'étaient pas vaccinées et qui, quand elles témoignent, disent « ne faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est grave ». Et alors pourquoi cette transformation en passe vaccinal fait qu'en fait, il faut juste être vacciné et plus seulement faire un PCR pour prouver qu'on n'est pas contaminant. Aujourd'hui, mais vous savez bien que le problème, c'est qu'on peut être vacciné et contaminant. Oui, bien sûr. Mais on s'évite des formes graves. L'enjeu, c'est d'aller vers les personnes éloignées aujourd'hui de la vaccination et qui doutent. Ça veut dire, moi j'avais discuté avec le président de la Croix-Rouge qui m'explique, vous savez que la Croix-Rouge est très présente sur notre territoire en matière sanitaire, et qui explique que quand ils vont dans des zones rencontrer des personnes éloignées des services publics, éloignées des politiques, et qui passent 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure avec ces personnes-là, elles arrivent à les convaincre de se faire vacciner. Donc la première chose, c'est d'aller vers les personnes éloignées de la vaccination. Il faut vacciner. Deuxième chose, il faut réduire les contaminations.
L'enjeu majeur, réduire les contaminations. Donc ce sont évidemment les gestes barrières, tout ce qu'on connaît. Mais c'est aussi l'investissement sur ces satanés capteurs de CO2 sur lesquels Jean-Michel Blanquer n'a absolument rien fait. On a quand même un ministre qui ne fait plus rien en matière de protection des enfants à l'école. On va y venir dans un instant. Mais moi, ce que j'observe, pardonnez-moi Yannick Jadot, moi ce que j'observe, c'est que voilà un candidat qui était, enfin un homme politique qui était favorable à la vaccination, même obligatoire, et qui, parce que tout d'un coup, il est candidat à la présidentielle en pleine campagne, non. Et tout d'un coup, il dit au gouvernement, par principe, alors je suis contre. Non. Pas du tout. Vaccination, vaccination, vaccination. Mais à partir du moment où cette loi qui passe là, c'est pas une loi sanitaire, c'est pas une loi de sécurité sanitaire, c'est une loi qui donne le pouvoir à plein de monde de contrôler l'identité. Première chose, c'est une loi qui s'affranchit des recommandations du Conseil scientifique qui préfère aller convaincre que contraindre. Moi, je regrette que ce gouvernement ne fasse pas le boulot pour aller convaincre. Et je regrette que ce gouvernement n'agisse pas pour limiter la contamination, notamment la contamination à l'école. Jean-Michel Blanquer préfère faire des médias, gérer ses exclusivités d'annonces dans Le Parisien. C'était le cas dimanche, plutôt que de travailler avec les corps enseignants et toute la société éducative, la communauté éducative, de rassurer les parents. En fait, ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce gouvernement. Ce gouvernement fait des erreurs, ne gère pas assez bien à vos yeux la crise. Oui, mais c'est ça qui rend tout le monde dingue. Donc du coup, y compris quelque chose qui pourrait vous paraître acceptable, il faut dire non. Non. Et du coup, vous allez rejoindre la France Insoumise et le Rassemblement National là-dessus. Nous n'avons pas la moindre ambiguïté sur la vaccination. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je vais sur un plateau et que je défends depuis maintenant plus d'un an qu'on est rentré en vaccination, y compris obligatoire, je vous ai entendu le dire. Et de dire, je défends la vaccination, mais je veux une politique de santé efficace. Aujourd'hui, on n'a pas créé les brigades de protection civile, d'associations pour aller chercher tous les non-vaccinés. Aujourd'hui, ce gouvernement continue de mépriser la communauté éducative en préférant faire des coups médiatiques que de les informer, les associer aux décisions. Pire, vous avez un ministre Blanquer qui, rejetant toute responsabilité, parce que je pense qu'il a arrêté de bosser au ministère de l'Éducation, il fait autre chose, il doit faire des livres, il doit penser à sa vie future, mais certainement pas ni aux enseignants, ni aux élèves, ne veut pas installer des capteurs de CO2. Vous savez que c'est la responsabilité des collectivités locales sur lesquelles l'État peut aider, bien sûr. Franchement, Rutel et c'est une question. Là c'est vous qui défendez le gouvernement de manière un peu caricaturale. Non, je ne vous permets pas de dire ça. Je ne vous permets pas de dire ça. On est face à un enjeu majeur de santé publique. Justement. On est face à un enjeu. Et maintenant, on renvoie aux maires. Vous savez ce qui se passe en ce moment dans les mairies ? Vous savez ce qui se passe dans les mairies ? Mais ce n'est pas la question du pass vaccinal. Non, mais moi je vous parle de comment on bloque les contaminations. D'accord, vous parlez d'autre chose. Mais la question, c'est comment on lutte contre la pandémie. C'est ce sujet, comment on en sort. Et donc, vous avez, encore une fois, un ministre qui renvoie la responsabilité aux maires. Vous savez ce qui est en train de se passer sur le terrain ? Il se passe ce qui s'est passé il y a 2 ans sur les masques. C'est-à-dire que les maires, ils sont en train de faire la compétition entre eux pour essayer d'arracher les derniers capteurs de CO2 disponibles. C'est profondément choquant. Ce manque d'anticipation, ce manque de responsabilité est choquant. Et puis, dernière chose, si vous me permettez. Vous avez la dernière alerte de l'Organisation mondiale de la santé, qui, elle non plus, je l'ai dit, ne recommande pas la vaccination. Mais qui a aussi beaucoup de failles. Attendez. Il y a des failles. Si vous acceptez tout ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, vous savez bien qu'au début, elle a fait beaucoup d'erreurs. Mais oui, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a des recommandations. Dernière recommandation, en laissant s'étendre partout le variant Omicron, on crée les risques d'émergence de nouveaux variants qui peuvent être beaucoup plus dangereux. Et c'est pour ça que là aussi, l'inaction de la France et de l'Europe pour lever les brevets sur les vaccins et permettre la massification de la production et de la vaccination en Afrique, où il y a 8% de personnes qui ont un protocole vaccinal complet, et ça nous met collectivement en danger, au-delà de les mettre
collectivement. Mais tout ce que vous dites est tout à fait audible et intéressant, et c'est votre travail d'opposant, mais ça n'est pas exactement le sujet de ce... Bon, si j'étais opposant, je ne ferais que critiquer, je ne fais que proposer des choses depuis 2 ans. Depuis 2 ans, nous proposons des mesures de santé publique, nous prenons nos responsabilités et nous soutenons les mesures prises par le gouvernement quand ce sont de bonnes mesures. Alors ce soir, vous savez, une demande a été acceptée, qui était celle de faire passer, de ne plus avoir le pass vaccinal pour les jeunes de moins de 16 ans. Là, à l'instant, on vient de l'apprendre et ça a été adopté à l'unanimité. C'était une demande des oppositions, notamment des socialistes. Si le gouvernement, vous vous rendez compte qu'il faut que le gouvernement... C'est la discussion démocratique. Il faut que le gouvernement se prenne un râteau hier soir à l'Assemblée avec l'arrêt des débats et donc des votes pour que le gouvernement commence à écouter les oppositions. C'est pas possible que dans notre pays, le Parlement soit aussi maltraité. C'est pas possible. Prenez tous les députés, y compris, j'ai entendu des députés de la majorité, dire combien Olivier Véran, hier, dans les débats, faisait preuve d'arrogance et de mépris par rapport aux propositions qui pouvaient être extrêmement sérieuses, par exemple sur le fait que le prochain gouvernement qui gouvernera la France pourrait avoir quelques latitudes à gérer la crise sanitaire. Mais c'est tout à fait audible, ça fait partie des amendements et ça fait partie de la discussion démocratique. Pourquoi est-ce que le gouvernement les rejette systématiquement ? Pourquoi est-ce que le gouvernement les rejette systématiquement ? Donc on a eu un spectacle pathétique hier soir à l'Assemblée, en vrai, pour les Françaises et les Français. C'était pathétique, que ce soit de la part de celles et ceux qui fêtaient une sorte de victoire simplement parce qu'ils avaient clôturé les débats, ou du gouvernement qui n'est même pas capable de faire venir ses députés pour participer, tellement ils ont l'habitude de rien décider. Et donc, il nous faut quand même redonner, et ce sera un objectif de ma présidence, redonner du poids au Parlement. Les élus sont les élus du peuple. Ils doivent être en capacité d'instruire les débats, de faire fonctionner l'intelligence collective, de respecter les oppositions et puis après de voter. On va en parler justement parce que vous voulez un tandem du président de la République et d'une présidente de l'Assemblée nationale comme structure institutionnelle. Parce qu'il faut renforcer le c'est très poids intéressant. du Parlement. Mais juste quand même, je voudrais que vous regardiez avec moi cette séquence que vous avez dû certainement déjà voir, celle de Paul Larouturou hier avec des antivax. Et on la regarde. Je vais vous demander comment vous réagissez. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que d'après vous Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, on ne va pas le rester calme. On peut parler tranquillement. Vos directions auront des comptes à rendre. Foirés. Pourquoi vous m'insultez? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement? Oui. On va rester poli, oui. On va parler tout Vous avez tranquillement. raison à ce que vous dites. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vous êtes des porte-parole. De la peur, de la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants. On tue tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des gens qui n'ont plus la lucidité de la vérité. Et c'est pour ça que quand j'insiste, alors là, on a à moitié des dingues, donc si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'on puisse les convaincre de quoi que ce soit, là où ils sont perchés. Mais dans les non-vaccinés, heureusement, ce n'est pas 5 millions de personnes dans cet état-là. Bien sûr. Ce sont, je l'ai dit, quand vous regardez les cartes de non-vaccination, ce sont essentiellement des personnes très isolées. 1 million sur 5 millions. 1 million sur 5 millions. Ce sont des personnes très isolées, ce sont des personnes qui sont éloignées des services publics depuis longtemps. Mais là, on voit à quel point il nous faut reconstruire un débat démocratique de qualité pour que ces fake news... Là, le vaccin tue les enfants. Vous voyez le niveau d'aberration dans lequel on est. Que les fake news ne passent pas, je veux dire... Et vous vous sentez capable de rétablir cette confiance? Vous pensez que c'est faisable? Vous voyez bien à quel point c'est très fort, à quel point c'est... Il y a aujourd'hui de la défiance vis-à-vis de la politique. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la politique parce que les responsables politiques, ceux qui nous gouvernent, ont beaucoup promis et peu tenu leurs promesses sur beaucoup trop de sujets. Et donc, il y a cette idée qu'au fond, la politique est un jeu et que ça n'est pas sérieux et que les responsables politiques ne tenant pas leurs promesses, au fond, à quoi sert la politique? Ils nous mentent.
Deuxièmement, vous voyez bien qu'il y a un enjeu là c'est pour ça que j'insistais sur des campagnes de communication où ce soit des malades, des médecins, des infirmières, des aides-soignants qui racontent la pandémie. Bien sûr. Le problème, c'est que, au fond, y compris, et c'est absurde, quand le président de la République s'exprime et qu'il vante, promeut la vaccination, ce sur quoi je suis 100% d'accord. Au fond, il y a des gens qui se disent « je déteste Macron, donc je ne me ferai pas vacciner ». C'est un niveau d'aberration absolu. Et moi, je le dis à vos téléspectatrices, téléspectateurs, même si vous détestez Macron, faites-vous vacciner. Il s'en fout, Macron, de vous, en fait, la réalité. Faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour la société. Pour les autres Français. Pour tous les Français. Faites-le pour tout le monde. Faites-le pour pour le bien-être collectif, pour la santé publique. Et donc, on est dans ce moment de défiance où il va falloir, au fond, et c'est une partie de mon projet, remettre de la démocratie partout. Parce qu'au fond, là, c'est une forme de désaffiliation politique. Les gens se sont sortis de la réalité, de la vérité. Et il nous faut remettre de la démocratie partout pour que les gens se sentent de nouveau partie prenante. D'où l'importance de redonner du pouvoir au Parlement. D'où l'importance à l'échelle locale, on puisse avoir, vous savez, comme en Suisse, ces référendums d'initiative locale, où les gens participent de la maîtrise de leur vie. Dans votre programme, il y en a régulièrement. Bien sûr, à l'échelle locale. Et c'est logique. Il y a plein de choses où les Français, en fait, ont envie de retrouver la maîtrise de leur vie. Et ça n'est pas le référendum d'initiative citoyenne qu'on a beaucoup entendu pendant les Gilets jaunes. Non, alors ça peut être, il peut y avoir, il y a dans la loi d'ailleurs la possibilité d'un référendum avec un certain seuil. Avec un seuil. Bon, tout ça, moi je suis pour que les Françaises et les Français, si majoritairement ils veulent que l'Assemblée nationale s'empare d'un sujet, je trouve que c'est une très bonne idée. On le défend au Parlement européen. Il y a ce qu'on appelle les pétitions, ce qui permet au fond, qui impose que ce soit à l'agenda, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais cette démocratie, il faut la retrouver partout. Quand je soutiens tout le milieu associatif, vous avez 13 millions de bénévoles dans notre pays, dans l'éducation populaire, dans le sport, beaucoup dans le sport. Toutes ces personnes, elles font vivre la démocratie parce qu'elles font qu'on arrive à vivre ensemble, qu'on a des activités ensemble et parfois des activités. Et c'est cela qui peut redonner confiance. Alors... Et puis, c'est la démocratie dans l'entreprise. L'affiliation à la société, c'est aussi se sentir actrice, acteur de la vie de l'entreprise, du sens de l'entreprise. Quand je défends l'idée que dans les conseils d'administration des grandes entreprises, il y aura, comme en Allemagne, au conseil d'administration, la moitié de salariés, la moitié des dirigeants de l'entreprise, eh ben, c'est une façon d'associer les salariés à la vie de l'entreprise. Et vous voyez qu'aux États-Unis, on l'a vu en Grande-Bretagne, quand vous avez la disparition des syndicats, eh ben, c'est Trump qui prend la place. Donc on a besoin qu'on se sente... On ne peut pas décider de tout à son échelle individuelle. C'est à ça que sert la démocratie représentative. Mais il faut qu'on se sente représenté par nos élus. Donc ce lien régulier, une assemblée qui a plus de pouvoir, une Assemblée nationale qui a plus de pouvoir. Mais aussi d'arriver à décider de la cantine à l'école, décider de quel moyen de transport collectif dans ma ville, dans ma zone rurale, comment je fais en sorte que les services publics redeviennent accessibles, comment on relocalise les entreprises et l'économie, et comment... Quand je suis dans une association, dans une entreprise, eh bien, je participe d'une manière ou d'une autre réintégrer à la société, à la vie, à la stratégie. L'autre sujet du jour, avant qu'on parle de la campagne. Et puis, il y a un énorme problème d'éducation. Un énorme problème sur les fake news. Là, qui était le point de départ, il y a un énorme enjeu d'éducation. Vous savez qu'en Finlande, dont on voit souvent que la Finlande est un pays modèle dans sa réforme de son système éducatif, parce qu'ils sont en haut de tous les classements, parce qu'ils ont adapté les méthodes pédagogiques, ils ont adapté les contenus, ils ont adapté les rythmes scolaires. Mais une des raisons qui a fait que la Finlande a choisi de travailler beaucoup sur l'information, comment on décrypte, comment on vérifie une information, c'est parce que la Finlande était depuis de nombreuses années menacée par ce qu'on appelle les menaces hybrides ou les fake news russes. Et donc, ils ont fait aussi ça pour construire des citoyennes et des citoyens qui croient dans leur gouvernement.
Je voudrais qu'on passe dans quelques instants, on aura des informations importantes puisqu'il y a une interview du président et un échange du président Macron avec les Français dans le Parisien. Dans quelques instants, je vous en parle. Mais je voudrais parler de votre campagne parce que il y a des sondages qui indiquent que aujourd'hui vous êtes autour de 7% et dans le fond, vous ne décollez toujours pas. Alors que vous avez été élu dans une primaire qui aurait pu vous donner un souffle. Vous êtes sous la pression aussi d'une Anne Hidalgo, d'une Christiane Taubira qui vous disent qu'il faut faire une primaire à gauche pour avoir un seul candidat. Alors, mais comment vous comptez vous sortir de cette situation? Comment vous comptez percer, dans le fond? Avec une ligne claire et un projet. Vous savez, regardez, on est encore dans une forme de canicule d'hiver. C'est très sympa, ce Noël, où on peut le passer en t-shirt. Il y a un côté très sympathique à cette douceur. Mais c'est dramatique de ce que ça signifie du dérèglement climatique. Vous en avez parlé sur votre antenne il y a quelques jours. Aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, il faisait moins 39. Dans le sud des États-Unis, il faisait plus 37. Dans le même pays, alors qu'il est certes un grand pays, entre le nord et le sud, il y avait 75 degrés de différence. Et donc, à un moment donné dans cette campagne, on va parler de ce qui préoccupe vraiment les Françaises et les Français. C'est déjà ce qu'on fait, nous. Mais l'enjeu du climat, l'enjeu du vivant, l'enjeu du pouvoir d'achat, de la souveraineté économique. Ça fait 4 mois que vous êtes... Oui, ça fait mais 4 mois. reconnaissez que depuis 4 mois, dans cette pré-campagne, on a plutôt été amené à commenter les pulsions de mort de Zemmour que de parler des pulsions de vie de l'écologie. Il y a une forme d'excitation morbide qui s'est installée autour... c'est pas la faute des autres, pardonnez-moi Yannick Jadot. C'est pas seulement parce que les autres, on parle des autres. J'ai envie de dire... Enfin, c'est quand même plus facile, reconnaissez, Ruth Eltrief. Ça fait plus buzzer de dire... Ah bon, si vous aviez parlé, par exemple, de la légalisation du cannabis qui est dans votre programme, ouais, ça aurait fait buzzer peut-être. Ça fait plus buzzer. Pourquoi vous l'avez pas fait? J'ai parlé de la chasse et de notre rapport à la nature. Enfin, une chose, pendant 4 mois. Non, écoutez-moi, je suis sur le terrain en permanence. On travaille sur la précarité énergétique, sur le logement, pour réduire la pression des dépenses contraintes sur les ménages, et notamment les plus fragiles d'entre nous. On est là sur comment on a un nouveau plan d'industrialisation. Demain, je serai en visite à Bordeaux pour une journée autour des jeunes, et les jeunes en apprentissage, les jeunes dans l'enseignement supérieur. On entend un candidat très raisonnable, on entend un candidat très prudent. Non, je ne suis pas prudent. Je ne suis pas prudent. Ruth Eltrief. Très contenu. C'est vrai que je reconnais que c'est plus facile de faire le buzz si je dis les Arabes dehors que de dire... Je vous ai donné un autre exemple. Pardonnez-moi, je vous ai donné un autre exemple. Un vrai débat de société, la légalisation du cannabis. Mais je le défends. D'accord, mais c'est un vrai débat de société. Et en plus, vous voyez bien l'aberration dans laquelle est ce gouvernement. Il est tellement obsédé par une stratégie totalement absurde, contre-productive de répression sur le cannabis, qu'il en est même à empêcher nos agriculteurs de produire du CBD, qui n'est absolument pas un psychotrope, c'est pas une drogue. C'est comme si... Ça a été décidé par décret il y a quelques jours. Tout ça est aberrant. Donc nous allons le défendre. Mais quand je fais une proposition qui est de dire les 2 millions de familles qui vivent dans des passoires énergétiques, qui en ce moment, alors un peu moins en ce moment parce qu'il ne fait pas trop froid, mais n'arrivent pas à se chauffer, ont froid, sont obligés d'aller voir le médecin quand il y a un médecin parce que les enfants sont malades. Eh bien, ces 2 millions de familles auront leur logement, leur maison rénovée et ça sera totalement pris en charge. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Eh bien, ça, c'est vrai que ça fait moins la polémique que de dire les Arabes dehors. Bon, mais et pourtant, ça veut dire je pense que les médias sont responsables. Bon. Non, mais qu'est-ce que vous répondez? Je ne dis pas les médias sont les seuls responsables. Je dis simplement qu'on n'est pas encore rentré dans le cœur de la campagne où on va avoir l'ensemble des candidates et des candidats et on va pouvoir débattre projet contre projet, mais en se préoccupant... Alors, vous voulez débattre avec Éric Zemmour, avec Marine Le Pen, avec Valérie Pécresse, avec tous les candidats et les avec candidats. Anne Hidalgo, avec Christiane Taubira, mais je sais pas avec Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, moi, on débattra avec tout le monde. Moi, j'ai aucun problème. Je pense que vous allez organiser, j'en doute pas, un débat des candidates et des candidats à la présidentielle. Je pense que ça sera extrêmement instructif pour les Françaises et les Français. Vous souhaitez un grand débat avec tous les candidats à la présidentielle? Bien sûr, mais bien sûr, le plus tôt possible. On parle de pouvoir d'achat.
qu'on parle d'emploi, qu'on parle de l'hôpital qui est au bord du gouffre, qu'on Alors, parle de Yannick l'école. Jadot, je vais vous dire qu'il y aura Mais peut-être surtout, un candidat, qui n'est pas très surprenant, mais enfin quand même, qui ce soir, donc, dans Le Parisien, dit, et il s'agit du président Emmanuel Macron, il dit, je cite, « Il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie, dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet en moi-même et par rapport à l'équation politique, je dirai ce qu'il en est, avec la même liberté, car je ne veux rien m'interdire. » C'est compliqué. Tout ça pour dire qu'il est candidat, c'est bien compliqué. Là, on n'a pas de surprise. Hein, c'est difficile. Pas de faux suspense, dit-il. Il n'y a pas de faux suspense. Il est candidat, mais il arrive à nous trouver une phrase alambiquée derrière pour dire bon, c'est pas totalement une déclaration de candidature. Bon, c'est bien, il veut créer le buzz autour de sa demi-déclaration de candidature. Il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il est candidat à l'élection présidentielle. L'enjeu pour les écologistes, c'est qu'il ne soit pas président de la République 5 ans de plus. Parce que c'est 5 ans où il a renoncé sur le climat. Enfin, vous avez vu le film Don't Look Up. Il est exactement la présidente des États-Unis du film, Meryl Streep, où au fond, plutôt que d'agir face à la menace, il dit oh ben écoutez, on va procrastiner, on va reporter et on va aviser. Et sûrement que dans 15 ans ou 20 ans, nous aurons des solutions technologiques. Les auteurs du film, donc Look Up, pensaient plutôt à Donald Trump. Hein, mais enfin bon, vous y voyez Emmanuel Macron. Non, mais moi, je parle de la France. Moi, je suis candidat à la présidence de la République française. Donc, renoncement sur le climat, régression sociale, affaissement démocratique. Le statu quo d'Emmanuel Macron, ce sont tous les désordres écologiques, sociaux, démocratiques, économiques. Donc, il nous faut, y compris, c'est pour ça qu'il faut sortir un peu de ces débats politiciens qui nous engluent sur les alliances, les unions, les machins. Moi, j'ai une ligne claire, c'est l'écologie. Nous ferons du climat et de la protection du vivant nos priorités absolues. Et parce que nous le ferons maintenant, en 2022, nous le ferons avec les entreprises. Nous le ferons avec les salariés pour qu'il n'y ait pas de salariés au bord de la route. Nous le ferons pour vivre mieux et que nous retrouvions un projet commun qui nous emmène collectivement vers l'avenir. Vous dites ce soir, Yannick Jadot, Emmanuel Macron vont donc candidat. C'est un bilan nul, entre guillemets, sur l'écologie, oui. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas poursuivre. C'est presque régulièrement, ce sont des reculs. Regardez ce qu'il fait sur les néonicotinoïdes, ce qu'il a fait sur le glyphosate. Là, on n'est même plus dans la politique des petits pas. On est dans la politique des reculs. Quand vous avez une telle situation climatique dans le monde, quand vous avez une telle urgence à agir, d'être dans le déni de cette urgence, c'est une faute politique majeure. Et les écologistes, ma candidature sera la seule candidature qui portera cette question du climat et du vivant. C'est la seule candidature qui articulera ces grands défis de l'humanité avec la reconstruction de l'économie et la protection sociale. Vous savez, j'ai déjeuné avec les représentants de la Fédération nationale des travaux publics. C'est 8000 entreprises, 350 000 salariés. Je fais la même chose avec la CFDT, avec la CGT, avec les FO, avec le MEDEF, avec les fédérations. Partout, il y a cette envie que l'écologie devienne un incroyable levier de transformation de notre économie et que cette économie, ces entreprises, soient accompagnées pour réussir. Parce que les chefs d'entreprise et les salariés sont aussi des citoyennes, des citoyens. Pascal Perry, qui va arriver et qui va nous rejoindre, va vous en parler absolument. Je voudrais juste que vous réagissiez aussi sur une autre phrase qui est dans cette même interview, qui est sur les non-vaccinés. Il a une phrase, Emmanuel Macron, moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Vous savez, c'est cette fameuse phrase de Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, pardon. Mais les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Voilà. Je suis dans les guillemets, je n'ai pas tout le contexte parce que c'est une citation. Vous vous rendez compte exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fait de la vaccination un référendum pour ou contre Macron. Il en fait un plébiscite. Ça, c'est une faute politique. Quand vous avez des Françaises et des Français qui doutent, quand vous avez, vous savez, la faible vaccination en Guadeloupe, par exemple, et en Martinique,
Pourquoi ils doutent en Guadeloupe, en Martinique? Parce que vous avez aussi un président de la République qui, il y a 2 ans, disait « Moi, je n'ai pas la preuve que la chlordécone est cancérogène ». Comment voulez-vous qu'après, il croit le président de la République quand ce qui les concerne au plus près, ils sont à 90% contaminés. 90% de personnes contaminées qui savent que l'État leur a menti pendant des années. Et plutôt que d'organiser une campagne de vaccination, encore une fois, avec des actrices et des acteurs du terrain, sociaux, personnel soignant. Stratégie trop verticale, stratégie trop directive, c'est ce que vous dites, et trop personnalisée. Et là, vous pensez qu'en les insultant, il va les convaincre de se faire vacciner? Alors, il faut voir tout le contexte de la phrase. Oui, mais c'est toujours ça. Il aime bien faire des petites formules, ça fait buzzer, et ça montre une fois de plus son mépris pour les Françaises et les Français, ou l'organisation d'une parole politique qui devrait être faite pour réconcilier. Les Français, ils en ont marre d'être divisés. Et je ne comprends pas que Emmanuel Macron continue à jouer avec cette petite phrase, à les diviser. Ce n'est pas à la hauteur d'un président de la République. Un mot sur, encore dans cette interview sur justement les questions environnementales, et en l'occurrence sur le glyphosate. Il dit « Je n'ai pas réussi ». Écoutez, quand il Vous reconnaissez que c'est honnête. En tout cas, c'est une forme de mea culpa. Oui, oui, il n'a pas réussi. Sur le climat, il n'a pas réussi. Et on est même... vous savez, moi, j'ai participé à la COP26 à Glasgow, comme à toutes les COP climat, ces grandes conférences de négociation sur le climat. Pour la première fois, et j'en ai fait beaucoup, pour la première fois, vous aviez des États européens, dont l'Allemagne, qui ont fait une conférence de presse publique, pour dénoncer la France et ses ambiguïtés sur le climat. Ce n'est pas à la hauteur d'un grand pays comme la France. Moi, je veux que la France, ce soit le leader européen, mondial sur le climat. Il y a tellement d'entreprises à développer autour de cette transition-là. Pascal Perry ne peut pas être opposé à ce que vous venez de dire, en l'occurrence insensible à cette question des entreprises. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes éditorialiste Salsier et vous avez publié Le Péril vert, donc, et dans lequel vous expliquez, vous exprimez aux éditions de l'Archipel sur les écologistes, en l'occurrence. Et donc, il y a la question du programme économique de Yannick Jadot, mais aussi du rapport au progrès que vous vouliez soulever. C'est vrai, tout à l'heure, je vous écoutais, Yannick Jadot, et vous dites que vous êtes très clair sur les questions de science. Vous avez même dit, le mot que vous avez employé, la boussole des écologistes, c'est la science. Mais sur le traitement des plantes, sur le soutien que vous avez apporté à certains chercheurs très contestés, comme par exemple M. Serralini sur les OGM, qui sont pourtant un progrès, votre soutien aux faucheurs volontaires, qui sont souvent hors la loi, sur les déclarations de Mme Rivasi. Mme Rivasi, qui je crois est membre de votre parti, qui disait il y a quelques années encore, les vaccins apportent plus de problèmes que de solutions. Sur des déclarations un peu ambiguës autour de Big Pharma, vous donnez l'impression d'être souvent opposé à la science. Est-ce que vous comprenez que votre candidature et que ce discours assez ambigu autour des technologies, au fond, moi je pense qu'on peut découpler la croissance de ces nuisances, qu'on peut produire une croissance nouvelle, créatrice d'emplois, de richesses, c'est d'ailleurs ce que font aujourd'hui beaucoup d'entreprises. Je crois tout ça. Est-ce que vous comprenez, vous, que vous inquiétez le monde économique, que votre candidature, avec ses ambiguïtés, inquiète le monde économique? Écoutez, je parlais encore d'un déjeuner que j'ai eu aujourd'hui. Avec la FNTP. Oui, la FNTP, c'est quand même beaucoup d'entreprises, vous reconnaissez. Et les travaux publics. Je travaille avec la Fédération française du bâtiment, avec la CAPEB, qui est plutôt les artisans du bâtiment. Je travaille avec des centres de recherche, avec beaucoup d'entreprises. Et toutes ces entreprises aujourd'hui savent que l'écologie est probablement le principal levier de reconstruction à la fois du sens de l'entreprise, du sens d'une économie qui n'est plus prédatrice, et aussi d'une nouvelle compétitivité. Sur le champ international. Parce que, juste pour finir, la transition écologique, on finira par la faire. Vous savez, elle est en cours. Pardonnez-moi, elle est en cours. Elle n'est pas à votre rythme, elle est en cours. Oui, mais elle n'est pas au rythme de ce que dit la science. D'accord. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, la science dit qu'il faudrait, d'ici 2030, par exemple, baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 60-65%. Ça, c'est ce que dit la science. La France, on est à moins 40. On n'applique même pas l'objectif européen.
la France n'applique pas l'objectif européen au moment où on préside l'Union européenne. Mais tout ça pour dire quoi ? C'est pour dire que notre compétitivité, cette transition-là, elle sera obligée de se faire. La question, c'est est-ce qu'on l'a fait à temps ou pas pour éviter le chaos ? Attends, je finis. Est-ce qu'on l'a fait à temps ou pas pour éviter le chaos ? Deuxièmement, est-ce qu'on l'a fait de manière à ce qu'elle soit juste socialement ? Troisièmement, est-ce que ce seront nos entreprises qui la feront ou des entreprises étrangères ? Elles ont commencé. Eh bien, moi, je veux que ce soit les entreprises françaises qui la fassent. Regardez, dans le secteur de l'automobile, vous avez été d'utiles lanceurs d'alerte. Moi, je crois que l'alerte a été lancée, qu'elle a été entendue par le monde économique, par les industriels notamment. Vous parliez de la FNTP. On fait aujourd'hui du noir sur les routes. Vous savez, c'est le goudron qui est décarboné. Quand je déjeune, moi aussi, avec le président de la Fédération française du bâtiment, il me parle notamment des normes qui sont aujourd'hui qui sont poussés vers des bâtiments qui sont plutôt des bâtiments passifs en termes d'énergie. Vous savez qui font ces normes ? Vous savez qui fait ces normes ? Non, c'est la France. C'est le Parlement européen. Oui, mais les Français sont... C'est l'Europe. Monsieur Jadot, les législateurs européens. Les Français sont très en avance dans ce domaine. Un petit exemple. Hier soir, discuter au téléphone avec le président du Conseil général de Corrèze, qui n'est pas un de vos amis, mais vous avez des fréquentations tous les deux très intéressantes. Très intéressantes, qui me disait, voilà, nous on a un programme sur 2000 rénovations de passoires thermiques. On fait venir entre 500 et 700 professionnels. Dans le secteur automobile, les véhicules consomment 2 fois moins aujourd'hui. On aura un avion électrique en 2035 qui sera capable de relier Amsterdam à Londres. Dans le domaine agricole, on fait aussi des progrès. J'ai envie de vous dire, Yannick Jadot, que la France, dans ce domaine, est quand même très exemplaire. Si vous voulez... Laissez-moi terminer. Si vous voulez défendre l'écologie, allez manifester le climat, ce que je ferai avec vous d'ailleurs, allez manifester devant l'ambassade de Russie, devant l'ambassade des États-Unis, devant l'ambassade d'Inde. Mais pas chez nous. Nous sommes exemplaires. La réponse de Yannick Jadot. Regardez tous les chiffres. Nous n'avons pas atteint les objectifs européens sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité des bâtiments, sur les transports, sur la réduction des pesticides. Tout ça, nous n'avons pas atteint nos objectifs, et même sur certains dossiers. Était-il réaliste Bien sûr, puisque d'autres pays le font. Non, mais qui le fait regardez sur les renouvelables. Vous savez, on est avec les Allemands ouvrent des centrales à gaz. Sur les renouvelables, on est avec la Pologne et les Pays-Bas en queue de peloton sur ces enjeux-là. Ce que je veux vous dire... On a mis 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros sur les renouvelables et il n'y a pas de vent, Yannick Jadot. Mais arrêtez cette caricature des renouvelables. C'est pas de votre talent. C'est pas au niveau de votre talent. C'est pourtant la vérité, il n'y a pas de vent depuis 8 semaines. Vous savez ce que vous dites sur aller manifester devant la Russie. C'est exactement la stratégie du déni climatique depuis des années. C'est ce que dit Trump. Il disait, vous me demandez de faire des efforts, allez voir les Chinois. C'est toujours renvoyer la responsabilité aux autres. Alors moi, je veux qu'on prenne notre responsabilité, y compris parce qu'on est le pays de l'accord de Paris international sur le climat, mais surtout parce que je ne veux pas simplement qu'on gère une contrainte climatique. Je veux que ce soit le levier d'une reconstruction de notre économie. Je veux que ce soit le levier de la relocalisation de nos... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de réduire les émissions de CO2 ? Oui. Pour ça, on a besoin du nucléaire. Mais ça, un écologiste, attendez, y compris un écologiste comme Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, vous dit en substance, il faut s'adosser au nucléaire pour attendre que les renouvelables soient à maturité. Tout à l'heure, on parlait des renouvelables, juste au bout. Les renouvelables, aujourd'hui, ne sont pas efficaces. C'est un quart de leur potentiel optimal. Il n'y a pas de vent depuis 8 semaines en Europe. Il n'y a pas de production électrique. Il n'y a pas de soleil non plus. Comment fait-on ? Alors, la réponse de Yannick Jadot. Mais vous avez, y compris quand vous avez les agences publiques françaises qui disent, au fond, aujourd'hui, on peut faire un scénario 100% renouvelable. Dans 50 ans des scénarios avec du nucléaire. Les deux sont technologiquement possibles aujourd'hui. Donc, ça devient un choix politique. Quel type de technologie on choisit ? À quel coût ? Il ne vous a pas échappé que si on a un risque de blackout cet hiver, ce n'est pas à cause des renouvelables. Si.
Enfin, c'est quand même extraordinaire. Vous ne pouvez pas me dire le nucléaire, c'est 80%. C'est le désinvestissement du nucléaire qui conduirait à un blackout. Enfin, soyons logiques. Même des économistes comme Pisani-Ferry, qui a écrit le programme de Macron, dit en fait nos problèmes d'électricité sont le sous-investissement dans les énergies renouvelables et dans les économies d'énergie. On a 17 alors, juste un mot pour conclure. Alors, on va revenir aux déclarations d'Emmanuel Macron ce soir, puisque c'est aussi l'actualité, évidemment. Mais sur Emmanuel Macron, sur l'Europe, en l'occurrence, vous pourriez être d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. Le drapeau européen sur l'Arc de Triomphe. Moi, j'étais très fier qu'il y ait un drapeau européen sur l'Arc de Triomphe. Donc vous le dites. Vous savez, moi, ma maison, c'est la France. Mon village, c'est l'Europe. Moi, je suis un pro-européen. Et vous savez que je combats parfois les dérives de l'Europe. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette Europe? Il ne s'agit pas de mettre un drapeau pour avoir résolu les problèmes européens. Quand je disais, on a besoin aujourd'hui, le plan de relance européen qui a été acté il y a 2 ans, 750 milliards. Le Parlement, dans toute sa majorité, était pour 2000 milliards qu'on ait les moyens de reconstruire notre économie, de soutenir notre économie. Quand vous avez un président de la République qui invite Vladimir Poutine à Brégançon pour lui dire que la Russie aura une forme de droit de regard sur la politique de défense européenne. Mais c'est fini de toute initiative française en matière de politique de défense, alors qu'on a les Russes qui mobilisent leurs chars et leurs troupes à la frontière. Quand vous avez un président de la République qui, dans sa campagne présidentielle, vous vous souvenez, il avait critiqué, il avait soutenu Angela Merkel sur l'accueil des réfugiés. C'est ce même président de la République qui donne instruction aux policiers pour arracher les tentes des quelques centaines de réfugiés à Calais. Vous avez vu ces réfugiés qui sont morts, notamment quand il y en a beaucoup qui meurent. Mais poussés à la mer, il y a eu les 27 morts. Vous aviez des Kurdes syriens et irakiens. Merci. Ces Kurdes qu'on avait abandonnés alors qu'ils avaient combattu l'État islamique. Ils allaient retrouver leur famille. On les a poussés à force d'arracher leurs tentes, à force de les maltraiter. Merci, Yannick on les a Jadot. poussés à prendre des risques. Et bien cette Europe-là, ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, merci Pascal Perry. Je reviens tout de suite sur cet entretien qu'a accordé... L'Europe que je défends, de l'accueil, du respect et de la dignité, ce n'est pas celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est bien clair.